Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette fin de semaine pour parler NBA et ce n'est ni Yannick ni Axel qui vont vous proposer ce pod-là, mais c'est moi, Chris, celui qui gère avec Cédric le podcast de début de semaine. Exceptionnellement, je vais vous accompagner aussi pour votre week-end. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va quand même essayer de proposer du contenu de qualité. Et pour m'accompagner, mon partenaire de WNBA, on fera notre petite auto-promo juste après. Vous retrouvez aussi en article régulièrement. C'est Tom. Salut Tom. Salut Chris, salut tout le monde. Écoute, un gros plaisir aussi de parler un petit peu de NBA, qui est aussi notre première passion commune. et puis bien évidemment, on a l'habitude de se retrouver maintenant les mercredis pour la WNBA. Ouais, donc on vous invite à aller écouter ça. Donc c'est pareil, hein, c'est sur les podcasts N1. Donc si vous avez la petite cloche notification, Deezer, Spotify et compagnie pour N1, vous avez dû voir passer les petites notifs pour la WNBA. Donc on vous invite à aller nous écouter et nous faire vos petits retours, ça fait plaisir. Mais en tout cas, là, on va se concentrer sur la NBA. Il y a des choses à dire et on va parler avec Tom et on va vous parler surtout du cas Denver Nuggets, le champion en titre, car il est toujours champion en titre, est vaincu et ne pourra pas défendre son trophée cette saison une nouvelle fois. Un champion en titre, Tom, n'a pas la possibilité de pouvoir tenter le back-to-back. Ouais, exactement. Écoute, on a suivi cette série de playoffs assez incroyable contre les Bulls, qui est pour moi et pour le moment la plus belle série de ces playoffs 2024. La chute du coup des Nuggets et du tenant en titre et de Nikola Jokic, le MVP en titre. Donc comme tu l'as dit, vraiment cette difficulté de faire un back-to-back, je pense qu'on n'en a pas assez conscience dans la NBA actuelle. Comme c'est dur de faire un back-to-back. Le dernier remonte à l'époque Warriors, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu une équipe pouvoir enchaîner. Ça met vraiment en avant déjà le niveau global de la ligue qui ne fait que monter. Et bien évidemment, le contexte est simple. Quand tu deviens champion, tu endosses tout de suite cette casquette de l'équipe à abattre. Donc on va revenir sur les différences de collectifs et des joueurs entre l'année passée et cette année. Mais oui, ça a été vraiment compliqué pour Denver, là, cette défaite contre Minnesota, et ça met en relief pas mal de choses qu'on va mettre en avant. Tout à fait, très bonne introduction au propos. Donc c'est la thématique qu'on vous propose dans ce podcast N1 donc de ce week-end. Focus sur Denver, la raison de l'échec et extrapoler un petit peu sur la difficulté pour les équipes NBA de faire ce back-to-back. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on rappelle que vous pouvez nous suivre donc via les podcasts évidemment, mais pas que. Vous avez l'application The Free Agent sur Android et Apple Store pour retrouver tous les articles autour de la NBA, de la WNBA, de la NFL, NHL, MLB, etc. Vous avez le site internet, également The Free Agent, où vous retrouvez les mêmes contenus. Mais après, voilà, si vous êtes plus site internet, plus application, vous avez le choix du roi. Tout est gratuit, évidemment. Et les réseaux sociaux pour nous suivre, le Discord communautaire, Twitter, Instagram, etc., etc. Donc vous avez de quoi faire si vous voulez un petit peu suivre l'actualité des sports américains à la sauce The Free Agent. Alors, on y va, Tom, sur cette élimination de Denver. On peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Évidemment, plusieurs raisons à cet échec, à cette contre-performance, parce que quoi qu'on en dise, et malgré et avec tout le crédit qu'on doit apporter à cette équipe de Minnesota, ça reste un échec pour Denver, cette élimination prématurée au deuxième tour des playoffs. C'est ça reste un échec parce que bien évidemment, quand on retourne un petit peu, on va faire un petit récap de la saison de Denver. La saison régulière de Denver, c'est une saison de champion en titre qui monte crescendo. On les a sentis petit à petit se mettre en place. Il y a eu les difficultés avec les blessures de Murray, encore une fois, cette année. On connaît Jamal Murray qui est vraiment injury prone et qui, cette année, a encore subi et souffert de ces blessures qui se sont répercutées sur ses playoffs. Mais Denver a quand même fourni une régulière de qualité en terminant top 3 de la conférence Ouest.
Le premier tour contre les Lakers, on peut revenir sur ce premier tour contre les Lakers qui s'est transformé en une victoire assez facile de Denver 4-1. Mais on avait déjà senti des difficultés. On avait déjà senti des difficultés dans la mise en place du jeu, des difficultés physiques, des grosses difficultés avec les sorties de banc, avec les départs bien évidemment de joueurs hyper importants comme Bruce Brown et Jeff Green notamment. Et bah, bien évidemment, quand on tombe contre Minnesota l'année dernière, contre qui Denver avait déjà eu du mal, hein, si on se souvient bien. Moi, j'ai un souvenir de Mike Malone qui avait vraiment rendu hommage à cette équipe en disant que c'était l'équipe qui leur avait donné le plus de fil à retordre. Et bah, cette année, voilà, c'est plus un fil à retordre. Le fil a été coupé. Clairement, dans l'intensité physique, Denver n'avait pas de quoi répondre globalement à cette intensité physique donnée par les Wolves. Oui, complètement. Juste sur la saison régulière, le petit bémol que j'apporterai, c'est en sortie de All-Star Break, week-end, tout ce que vous voulez, où Nikola Jokic ou un joueur de l'effectif des Nuggets, vous me pardonnerez si je me suis trompé, avait déclaré que l'ambition pour Denver, c'était d'être top 1. C'est de prendre la première place, le premier seed à l'ouest. Ils n'y sont pas parvenus. Ils n'y sont pas parvenus parce que en face, tu avais aussi cette bataille avec Oklahoma, qui a terminé premier, avec Minnesota, et ces deux équipes-là, sur lesquelles on était tous assez surpris quand même de les voir persister dans l'excellence en saison régulière, et ben Denver n'a pas réussi à aller arracher ce spot-là. Alors, c'est pas cette raison-là qui explique principalement l'élimination, mais voilà, le petit bémol quand même, je trouve, où tu vois, tu as une équipe championne qui te dit ok, première partie de la saison, on a été en cruise control, on va passer la seconde, la troisième pour les dernières semaines, on ambitionne d'être top 1, ça coince un peu, tu vois, donc voilà. C'est ce petit bémol que je voulais apporter sur la régulière. Pour le reste, ça a plutôt été assez complet. Et c'est vrai que le 4-1 de l'année dernière contre Minnesota au premier tour des playoffs, j'en ai le même souvenir que toi, d'une série où Minnesota n'avait pas à rougir, honnêtement, et avait déjà montré des belles choses. Et là, cette année, c'est encore plus flagrant, bien évidemment. Pour rentrer un petit peu plus dans du concret, dans des cas particuliers peut-être, si on parle voilà, de cette élimination de Denver, de ce couac, pour être poli, de cette élimination, les raisons principales, les premiers éléments pour toi, Tom, qui te font te dire bon, bah voilà, si on essaye de creuser un petit peu sur cette élimination, quelles peuvent être les raisons principales, tu vois? Bah écoute, pour moi, comme je l'ai abordé, comme on l'a abordé un petit peu rapidement en préambule, les départs et un effectif beaucoup plus limité que la saison dernière. Mhm. Moi, c'est une chose qui m'a marqué, qui m'avait déjà marqué dans la série contre les Lakers, même si ça avait été un petit peu moins mis en avant parce que les Lakers étaient plus faibles. C'était vraiment les sorties de banc très très limitées. C'est-à-dire que quand on doit se retourner sur du Reggie Jackson, qui est un joueur respectable, tu vois, mais l'année dernière, c'était du bout de banc, bout de banc, bout de banc en playoff. Bah là, c'était limite le sixième homme avec Christian Brown, pardon. C'est limité, c'est beaucoup trop limité. C'est-à-dire que quand de l'autre côté, à Minnesota, bah, tu as le sixième homme de la saison, tu as Nasrid qui sort du banc, tu avais du Kyle Anderson, enfin bref, physiquement, dans l'impact et même, on sentait vraiment la faiblesse du banc de Denver sur ces playoffs. Et certaines personnes, entre guillemets, du 5 de départ n'ont pas tenu leur rang sur cette série. Très, très irrégulier. Je pense que tu vas revenir un peu plus en profondeur sur Jamal Murray. Moi, je lance une petite brique à Michael Porter Jr., qui lui-même en a lancé quelques-unes, notamment sur ce Game 7. Tu vois, là où MPJ avait pu passer à travers certains matchs la saison dernière et avait pu, entre guillemets, enfin, les prestations difficiles avaient été comblées par un énorme Jokic et un énorme Murray. Bah, cette année, les role-players de Denver, MPJ, Cadwell Pope, n'ont tout simplement pas tenu ce rang de role-player efficace à 3 points, efficace au scoring, ont été très bien muselés Oui. par le collectif de Minnesota. Hein. Il faut vraiment rendre à César ce qui est à César sur cette série, mais un impact beaucoup trop limité, quoi. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, voilà, Michael Porter sur le Game 7, que je te retrouve ses stats rapidement. Mhm. Hop, c'est
tu vois, le plus-minus, c'est -6. -6, enfin, pour un joueur qui devait porter l'équipe offensivement quand Jamal Murray et Jokic ne sont pas sur le terrain, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu présent. Et même Caldwell Pope, on va revenir un petit peu aussi sur Lucas Caldwell Pope, là où l'année dernière, vraiment, c'était un two-way player fantastique, un 3&D vraiment de qualité, bah là, cette année, défensivement, c'était compliqué. Et puis de l'autre côté, quand ça rentre pas ces 3 points, ça devient compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai que tu commences à additionner des complications et des choses qui, l'année dernière, faisaient partie de la réussite de Denver. Et c'est vrai que cette année, c'est un peu plus compliqué. Il y a des noms qui avaient été abordés pour revenir sur le banc, qui avaient aussi été une des forces de cette équipe de Denver l'année dernière et qui cette année n'était plus présent. Jeff Green, mec d'expérience, un gars qui a roulé sa bosse en NBA, et tu sais que tu peux compter sur ce mec-là. Bruce Brown aussi, on en avait beaucoup parlé à l'aube de la nouvelle saison NBA, donc en octobre dernier. On savait que la perte était importante pour Denver. Là, on s'est vraiment rendu compte parce que entre ce qu'on peut se dire au mois d'octobre, quand on est sur les previews, quand la saison n'est pas encore lancée, et ce qu'on voit quand on arrive au mois de mai, quand les échéances sont vraiment là, là, on a vraiment senti que il manquait ce joueur-là qui pouvait aller te sortir la petite étincelle supplémentaire. Je te rejoins sur les noms que tu as pu citer. Reggie Jackson, pas plus de commentaires que ce que tu as pu dire à son égard. Le cas autour de Christian Brown, moi, je faisais partie peut-être des gens qui disaient, OK, ils avaient perdu Bruce Brown, mais peut-être qu'avec un Christian Brown, c'est compliqué, ils allaient peut-être pouvoir compenser, entre guillemets. Tu vois, tu peux pas remplacer, mais compenser et tout. Moi, j'ai trouvé il a eu quelques prouesses, il a de l'énergie. Tu le vois, des fois, il va claquer des tomards alors que le gars, c'est un petit gabarit, tu vois. C'est presque, tu le croiserais dans la rue, tu te dirais pas que c'est un joueur de basket, tu vois. C'est pas un physique de tanker comme beaucoup d'autres. Il- on le voit sur le terrain où il va essayer d'alpaguer son équipe. Il a un langage corporel et facial très marqué, où il essaye vraiment de montrer toute sa hargne. Mais au-delà de ça, il y a un sentiment peut-être de stagnation ou en tout cas qu'il n'a pas passé le ou les petits paliers supplémentaires qu'on pouvait attendre. Après, attention, c'est pas donné à tout le monde d'arriver tous les ans à step up le niveau, à être plus performant, à continuer à répondre aux attentes qu'on peut avoir autour de toi. Sinon, ça serait si tout le monde y arrivait. Mais voilà, c'est vrai que du coup, sur ce joueur-là, petite frustration. Et quand le reste du banc n'apporte quasi rien, au bout d'un moment, je veux dire, quand sur ton banc, tu as DeAndre Jordan, très belle carrière, respect pour ce joueur-là, mais bon, voilà, je veux dire, tu peux pas grand-chose. Et après, les autres noms, on va pas les citer parce que leur impact est quasi faible, voire nul sur ces playoffs-là. Donc, profondeur d'effectif pas suffisante, 5 majeurs fort quand même, globalement, un des meilleurs 5 majeurs de la ligue, mais on sait que pour aller au titre et pour aller le plus loin possible, il te faut un 5 majeur fort, mais il te faut des joueurs de complément autour. Et là, en fait, le 5 majeur de Denver, il est fort malgré les petits bémols que tu as pu apporter sur des mecs comme Caldwell Pope ou Michael Porter. Moi, je viendrai sur Murray. Mais globalement, c'est quand même un très bon gros 5. Mais quand derrière autour, tu n'as personne ou quasi personne, tu peux pas aller au bout du chemin. C'est compliqué en tout cas. Ah non, c'est évident. Et puis, tu vois, on avait souligné les très très bonnes performances d'Aaron Gordon, Oui. qui a très honnêtement été. Enfin, il n'y a rien à dire sur ces playoffs à Aaron Gordon. Mais c'est-à-dire que pour reposer ses joueurs, en fait, c'est rigolo parce qu'on est tombé, pour faire un petit parallèle assez rapide, on est tombé sur Thibodeau à New York qui n'avait pas du tout assez utilisé son banc. Mhm. Mais pour moi, il y a un petit peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que le banc est tellement faible que tu es vraiment obligé d'appuyer sur ton 5 majeur, quitte à faire jouer des joueurs qui sont un petit peu blessés, comme Jamal Murray. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ta rotation, elle est limitée à 8 joueurs, mais il faut voir les 3 joueurs Ouais, de voilà, c'est sortie ça. de banc, quoi. C'est ça. Donc forcément, on a tendance là, on va tomber forcément sur des joueurs du 5 majeur, mais c'est pas eux qui sont le plus, entre guillemets, à pointer. On on a encore vécu
j'ai envie de dire, on a encore vécu une série folle de Nikola Jokic. C'est-à-dire que le MVP a tenu son rang. Il a été monstrueux. Sorti de Game 7 encore à 34 points. Il pouvait pas faire plus. Honnêtement, il pouvait pas faire plus. Même si les régularités de Jamal Murray, dont tu vas nous parler juste après, est à souligner, Jamal Murray sort quand même un game 7 à 35 points. Donc non, vraiment, c'est ce principe, ce contexte de role player qui n'ont pas pu assumer physiquement et dans le jeu tout simplement et su tenu leur rôle. Mais attention, hein, on va venir aussi après sur le, le salary cap et le cap space de Denver. Ça va pas être évident cet été. Non, 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 clairement. Juste du coup pour parler de Murray, vu qu'on le tease depuis 5 minutes, rapidement, hein, sur la série contre Minnesota, il est à 18,4 points de moyenne. C'est pas ouf quand même, hein, faut se dire les choses, et 4,4 passes. C'est pas non plus complètement dingue, hein, en termes de distribution. Alors après, on sait très bien aussi que tu peux distribuer autant de ballons que tu veux. Si les mecs autour, ils mettent pas de panier, bon, bah, du coup, tu as pas de passe décisive, hein. Mais sur le ratio, 18 points, 4 passes, bon, moi, j'ai vu un Jamal Murray plus dominant. Après, si on va creuser un peu, il y a vraiment des trous d'air et moi, c'est ça qui m'a vraiment particulièrement gêné et c'était sur ce point-là, moi, quand on s'est dit qu'on allait parler de Denver, très rapidement, moi, Murray, je l'ai mis sur mes fiches, sur mes petites notes en tout cas. Le match 7, 35 points, OK. Tu as un match 3 aussi, il est à 24 points, intéressant. Match 3 où en plus, du coup, tu joues à l'extérieur alors que tu étais mené 0-2. Donc, on attendait une vraie réponse. Parce que autant perdre le premier à la maison, bon, tu te dis, bon, c'est la surprise. Encore une fois, l'équipe à l'extérieur vient gagner chez le champion. Mais quand tu perds une deuxième fois d'affilée chez toi, je veux dire, tout le monde a été choqué. Je pense que toi, le premier, moi, je l'ai été. La fanbase NBA, généralement, se dit oula, oula, 0-2, c'est bizarre. Tu arrives au match 3, Murray fait un match correct, 24 points. Mais à côté de ça, match 2, donc je viens d'en parler, catastrophique, 8 points. Qu'est-ce que tu peux attendre quand tu es Denver d'un Jamal Murray à 8 points? Match 6, match important, 10 points, tu vois? Donc, moi, c'est ces trous d'air. Tu as des matchs où il va aller te claquer des belles perfs, tu as des matchs où il va aller te claquer des contre-perfs, et des fois, au sein même des matchs, tu vas avoir une mi-temps où il va pas du tout être dedans, et en deuxième mi-temps, ça va se réveiller, ou ça va se jouer sur un carton. Et moi, je pense que tu ne peux. Alors, il y a la blessure, la persistante pour Murray, qui est un vrai fait. Il faut le prendre en compte. Mais oui, je veux bien le prendre en compte. Mais quand on arrive à ce niveau-là de saison, tout le monde est plus ou moins blessé. Les blessures sont aussi plus ou moins importantes et plus ou moins simples à gérer. Mais quand tu es dans la construction de Denver et on vient de parler du manque de rotation, tu peux avoir le meilleur Jokic du monde et il l'a montré encore une fois. Bah, si autour ton super lieutenant qu'est Jamal Murray, qui avait été un des comment dire ça, une des pièces essentielles du titre de l'année dernière, quand tu as un Jamal Murray qui ne fait pas globalement sa série, bah, en fait, au bout d'un moment, Jamal Murray qui fait globalement pas sa série ou qui a des hauts et des très bas, et quand en plus tu as un roster qui est pas assez dense et quand tu as pas assez de rotation, bah, tu peux pas ambitionner quelque chose, surtout quand en face, pour encore une fois porter du crédit à Minnesota, tu as une équipe qui est vraiment qui te rentre dedans en permanence, tu vois? Avec un effectif bien construit, on pourra en parler tout à l'heure, avec des vraies armes, avec de quoi répondre à chaque fois. Donc voilà, moi Jamal Murray, il y a un vrai questionnement. Le joueur intrinsèquement est de calibre supérieur, on le sait, et c'est pas du tout pour jeter la pierre, mais il va falloir déjà soigner la blessure, tu vois. On sait que cet été, il souhaite jouer avec le Canada pour les JO, donc on va voir en termes de repos, de récupération, ce que ça va donner. On sait que l'équipe du Canada est ambitieuse pour ces Jeux. Donc voilà, moi le cas Murray me turlupine pas mal, et je pense que une des choses que va devoir faire le management de Denver, c'est d'arriver à trouver un réel backup de qualité pour reposer Jamal Murray dès l'entame de la saison régulière à venir. Parce qu'on sait très bien que Denver, c'est pas sur la saison régulière qu'on les attend.
Non, on est complètement d'accord et je suis d'accord avec toi, sans no offense à Reggie Jackson. Mais quand tu ambitionnes un back-to-back et bah, pour l'année prochaine, forcément Denver sera contender, hein. Comme tu l'as dit, c'est un des meilleurs 5 majeurs de la ligue. Je suis désolé, mais Reggie Jackson ne peut pas être ton sixième homme et ne peut pas être un backup ultra, comment dire, t'es pas serein quand Reggie Jackson c'est ton sixième homme et c'est le backup de Jamal Murray. No offense, mais tu vois, pour revenir un petit peu sur ses pourcentages au shoot, et c'est là aussi où Minnesota a été très intelligent sur cette série. Jamal, il shoot à 40% en global, 33% à 3 points. Donc, au-delà de l'aspect blessure, il y a aussi des choix de shoot. Bien sûr. Quand tu sens que ça rentre pas, essaye de faire autre chose. Et je pense que bah, globalement, on tombe un peu sur Murray, mais c'est globalement l'équipe de Denver qui n'a pas su réellement s'ajuster à ce que proposait Minnesota. Donc non, écoute, le cas de Jamal est hyper intéressant, mais plus globalement, comment tu reconstruis un banc qui te redonne tout de suite cette stature de OK, bah, l'année 2023-24 a été celle qu'elle a été. On a eu des blessures, on est tombé contre Minnesota, on a quand même un effectif hyper solide avec le MVP en titre et le meilleur joueur du monde. Comment on essaye de se réajuster? Quelles pièces on essaye d'apporter à cet effectif? Sachant qu'on sait que Denver, c'est pas forcément l'équipe aussi qui attire le plus de joueurs. Donc il y a ce côté-là aussi à voir et à prendre en considération. Ouais, complètement. L'idée dans ce qu'on dit depuis, une vingtaine de minutes maintenant, hein, c'est pas de tout jeter par la fenêtre et de se dire: «Ah non, c'est terminé, le projet est mort» et tout ça. Loin de là, cette idée, en tout cas, ni pour toi ni pour moi. C'est d'essayer de voilà, de pointer les petits manquements, les choses qui ont pu voilà, bah, les choses qui ont pas été suffisantes pour aller plus loin dans ces playoffs et d'ambitionner la suite. Hem Juste avant de partir sur cette suite, tiens Tom, tu parlais tout à l'heure des contrats, on va pouvoir prendre quelques minutes là-dessus. On va pas vous gaver de chiffres, hein, parce que c'est compliqué, mais voir l'essentiel et qu'est-ce qui peut être, possible pour cette équipe de Denver. Juste la petite dédicace, on en avait parlé en off et on l'a noté sur nos petites fiches. On parlait de la construction de cette équipe de Denver et de la construction de Minnesota qui était peut-être l'équipe parfaite pour battre Denver, c'est Nikola Jokic qui l'a dit. C'est la construction et la petite dédicace pour Tim Connelly, qui maintenant est donc qui gère cette équipe du Minnesota Timberwolves depuis l'été 2022, mais qui avant avait passé quasiment 10 ans à construire l'équipe de Denver. Donc le mec, il était à Denver pendant quasiment une décennie, il arrive à Minnesota, ah bah, il connaît un peu les coulisses du côté du Colorado et il a réussi à construire avec cette équipe des Wolves un effectif pour battre, en tout cas, et ça a été le cas, pour battre cette équipe de Denver. Donc, Tim Connelly, joli coup, tu vois. Ouais, non, c'est clair, Tim Connelly, bah, de toute façon, on le sait, hein, le mec arrive dans une équipe. Quand tu regardes ce que fait Minnesota cette année, je veux pas leur porter l'œil parce que pour moi, avoir déjà la série contre Dallas, mais moi j'en fais mon favori pour le titre. Mais c'est sûr que dans la création de l'effectif, on l'avait ressenti ce qu'il avait fait à Denver. C'est-à-dire Ouais. qu'il avait construit un 5 majeur qui était le meilleur 5 majeur de la NBA et qui l'est toujours. Et on l'avait félicité pour l'ajout de petites pièces essentielles pour la quête du titre. Un banc hyper bien construit, et on le ressent à Minnesota cette année. Hein, quand tu vois les sorties de banc, que ce soit du Nickel Alexander Walker, du Naz Reid, du Kyle Anderson. Là, tu vois, tu as eu un Mike Conley qui est un peu. Bah, tu sens que quand il n'est pas là, c'est compliqué, mais Oui. tu vas avoir des ajustements qui vont être faits. Tu vas avoir des sorties de banc qui vont être hyper intéressantes là où Denver, ça a pêché. Donc, ouais, non, je te rejoins. Big up à Tim Connelly. Voilà, c'était juste la petite dédicace. C'est vrai que c'est un peu la passerelle, tu vois, dans le management entre ces deux équipes-là. Donc, c'était juste le petit mot pour Tim Connelly. On part, pour terminer sur Denver, sur la suite maintenant. L'intersaison, les années à venir. Alors, les années à venir, c'est plus compliqué de se projeter, mais en tout cas pour l'intersaison. Et d'un point de vue salarial, on sait qu'aujourd'hui en NBA, il faut vraiment arriver pardon, à avoir cette flexibilité financière parce qu'on sait que les fenêtres de tir sont extrêmement resserrées et extrêmement courtes pour les titres. On a des équipes pour ne pas les citer, Bonjour Phoenix, où bah, c'est complètement bouché en fait d'un point de vue salarial parce que les décisions n'ont pas nécessairement été les bonnes ou alors bah, tu t'es bouché pour les années à venir parce que tu as tenté des all-in et qui sont pas toujours une réussite, voire jamais une réussite. Mais là, la situation de Denver, Tom,
en quelques mots, qu'est-ce que toi tu observes en regardant un petit peu la masse salariale et la répartition des contrats entre l'effectif actuel? Alors c'est ça, bah, je vais essayer de ne pas vous assommer de chiffres parce que c'est pas le plus agréable. Mmh. Globalement, l'année prochaine, le salary cap de la NBA, c'est 141 millions de dollars par effectif. Hem, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, Denver sera first apron, c'est-à-dire qu'ils seront au-delà de la luxury tax, ils devront payer entre guillemets «une forme» de redevance parce qu'ils sont au-dessus du salary cap. C'est ça. Quand on regarde les joueurs sous contrat, on est tranquille. Jokic est sous contrat jusqu'à 2027-28, 51 millions l'année prochaine. Attention, Jamal Murray, c'est sa dernière année sous contrat, 24-25. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année 24-25, il sera free agent. L'année prochaine, il prend 36 millions. Donc, pareil, on ne va pas chercher à trade Jamal Murray. De toute façon, l'idée Non. n'est pas du tout là. Donc, il faut garder ce noyau autour de Jokic, Murray et Porter. Porter qui est lui aussi sous contrat jusqu'à 2026-27. Mmh. Mais ces trois joueurs prennent énormément de place dans la masse salariale d'une équipe. Donc, comment se réajuster à côté de ça? Sachant que tu as aussi Aaron Gordon qui est sous contrat jusqu'à 25-26 Mmh. avec une, si je dis pas de bêtises, une player option en 25-26 à 23 millions. Qui va prendre, hein, je vous le dis tout de suite, spoil, il va l'activer. Comment autour de cet effectif tu reconstruis? Cette année, Kendavius Caldwell-Pope, il est player option, ainsi que Reggie Jackson. C'est ça. Il faut, très honnêtement, par respect, je pense, et comme on l'a dit, Denver n'est pas forcément une équipe hyper attractive, il faut que Caldwell Pope active sa player option ou alors lui reproposer un contrat. Mais il va falloir aller chercher quelques ajustements malins. Donc, tu vas aller chercher du vétéran parce que ton cap space ne te permet pas de. Tu vois, par exemple, on cherchait un backup à la main. Mmh. Beaucoup d'équipes vont se positionner sur les profils de Tyus Jones, sur les profils de Malcolm Brogdon, mais c'est des joueurs qui prennent beaucoup de place dans un salary cap parce que c'est des joueurs qui sont réputés et que tu peux pas signer au minimum bet. Mmh. Donc, il va falloir aller s'intéresser sur des joueurs expérimentés qui ont encore de quoi faire sous le capot, hein, pour aller aussi encadrer les Christian Brown qui sont plus jeunes. Il va falloir s'atteler à aller chercher du contrat flexible, quitte à attendre, tu vois, la trade deadline de février pour faire des ajustements, mais déjà dès cet été. Ouais. Toi, si tu avais comme ça des profils à aller chercher pour rehausser Waouh! un petit peu ce banc, est-ce que tu aurais une idée en tête pas forcément d'un joueur, tu vois, mais d'un Mmh. profil de joueur, comme on avait vu Bruce Brown qui avait été phénoménal. Est-ce que tu aurais un profil de joueur, une idée qui pourrait aller compléter un petit peu cet effectif à moindre coût? Tu me prends un peu au dépourvu, mais je vais te répondre. Est-ce que du coup, en attendant, tu peux aller regarder la draft à Ouais. venir pour cette équipe de Denver? J'avoue que j'ai pas pris les notes là-dessus. À profil de joueur, bah, je t'ai dit tout à l'heure, moi c'est du backup qualitatif autour de Murray. Après là, évidemment, j'ai pas de noms qui me viennent parce que j'ai pas les noms des joueurs qui sont potentiellement dans le viseur de Denver parce qu'ils ont des contrats qui s'arrêtent ou ce genre de choses. Mais un gars qui est déjà en santé, alors c'est très bête ce que je vais dire, mais en santé fiable, qui est capable de pouvoir remplacer Murray sur de longues minutes, pas le petit backup qui va jouer 10 minutes, voilà. Vraiment un gars qui va peut-être, même sur certains matchs, tu reposes Murray, tu vois? Parce que tu es en back-to-back de saison régulière, parce que tu as besoin de le reposer, parce que tu as besoin de te dire que l'effectif, c'est pas là qui compte. C'est pas au mois de novembre, c'est au mois de mai, mois de juin, mois de mai déjà. Et un mec polyvalent à la main, qui va distribuer, qui va pas nécessairement tenir le ballon non plus, tu sais, de façon extravagante et de façon beaucoup trop prononcée, parce que tu n'en as pas besoin, parce que tu as un mec comme Nikola Jokic qui lui aussi sait très bien remonter les ballons quand il faut, et lui aussi s'il a besoin de créer des systèmes, ou en tout cas d'aller distribuer les ballons, il sait très bien le faire. Donc un gars qui va pas prendre de place dans l'effectif, qui va pas être une grande gueule, qui va pas monopoliser le ballon, mais qui a quand même ses qualités pour pouvoir tenir le rang sur le temps dont on a besoin, et qui peut vraiment, ouais, remplacer Murray. Si après ce mec-là, il peut aller te planter des 3 points, bah, tu prends. Si ce mec-là, en plus de ça, ça peut être un bon défenseur sur l'homme, tu prends aussi. Murray n'est pas déconnant dans ce profil-là, mais tu es bien content si tu peux avoir un mec, ou même tu mets ce nouveau profil-là avec Jamal Murray en même temps sur le terrain, et le nouveau profil permet
de défendre et de laisser un petit peu plus, de laisser souffler un peu Murray, tu vois, sur les tâches défensives. Tout ce que tu peux prendre pour soulager Jamal Murray, tu prends en fait, tu vois, quand tu es Denver. Je focus beaucoup sur Murray parce que je pense que c'est vraiment la clé de cet effectif-là. Et tu l'as dit quand tu as fait un petit peu le détail de la masse salariale, il y a 190 millions qui sont posés, ou en tout cas qui peuvent être posés pour l'année prochaine dans les books financiers de Denver. Et 90%, si je n'ai pas fait le calcul complet, mais 51 millions, plus 36 millions Murray, plus 35 millions Michael Porter, plus 23 millions Aaron Gordon, plus 15 millions de Kentavius, bon, on tape allègrement les 130-140 millions de dollars, donc tu es bloqué. Donc, tu peux, voilà, comme tu l'as dit, tu peux pas aller chercher des joueurs extravagants ou des super gros joueurs, donc va falloir être malin. Et si tu peux trouver un profil de backup remplaçant sur le backcourt qui peut t'apporter du temps de jeu, des minutes et pourquoi pas un petit peu de défense, bah tu signes dès demain, tu vois. Ouais, Moi, non, je c'est suis d'accord. Ouais, voilà. ouais. Non, non, mais Vas-y, voilà, moi c'est vers là que j'irai. Après, pourquoi pas, mais ça après c'est compliqué. Mais si tu peux retrouver entre guillemets un profil à la Bruce Brown, tu vois, un mec qui peut vraiment chauffer, t'apporter du bon scoring, eh ben, ça peut être intéressant si tu pars du principe qu'un mec comme Christian Brown, on en a parlé tout à l'heure, va rester dans cette courbe-là, un peu middle, intéressante, mais pas suffisante sur le long terme. Donc, moi, c'est les profils que j'irai chercher. Après, Denver fera bien ce qu'il a envie de faire de toute façon, mais il sera surtout limité par la flexibilité financière qui est quand même très compliquée pour l'équipe du Colorado. Tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, pour répondre à ta première question, du coup, les Nuggets ont le pick 28 cette année à la draft. Donc bon, tu vas aller chercher un joueur à développer, hein. On sait qu'ils ont les Voilà, mais capacités. tu peux pas. Le sens de la question, c'est que tu peux pas te dire bon bah je vais te faire un package avec un tour de draft, tu vois, un top 15 par exemple, plus je sais pas un Peyton Watson, un mec comme ça, tu vois, où tu C'est vas. ça. Mais là, bon, un pick 28, bon, t'es pas très vendeur, tu vois. Non, t'es pas très vendeur. Moi, je te rejoins un petit peu aussi sur les profils. Ce qui est intéressant, c'est que Bruce Brown a une team option que ne va pas activer Toronto cet été. Donc, Bruce Brown va sûrement se retrouver free agent. Est-ce que tu vas. Moi, je pense que ça peut être intelligent de reproposer un petit contrat à Bruce Brown qui n'a pas forcément tenu bah, comment dire, le pari à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'était Indiana, Oui, avec c'est un ça. gros salaire cette année. Donc, tu peux lui proposer un minimum bet et repartir parce que c'est un joueur qui a montré de très belles choses à Denver. Dans le profil un peu backup de Jamal Murray, alors c'est pas forcément une énorme option défensive, mais tu as Gary Trent à Toronto, Mhm. qui peut t'apporter pas mal de scoring, tu vois, en sortie de banc. Ça peut être un joueur intéressant, qui va pas forcément demander énormément d'argent, je pense, parce que bon, alors Gary Trent, c'est un joueur qui a une belle réputation de shooter notamment, mais c'est pas la valeur marchande la plus folle du marché. Mhm. Donc pourquoi pas, ouais, aller essayer de récupérer des joueurs comme ça. On verra aussi les joueurs qui vont être cut, parce que forcément à la fin de l'été, il y a des joueurs qui sont Bien cut et sûr. qui se retrouvent sans équipe, et c'est à ce moment-là qu'il faut aller leur proposer des contrats. Mais au-delà de l'aspect de Jamal Murray, moi aussi, je me concentrerai un petit peu sur le secteur intérieur. Euh, Bon, alors, tu as Gordon et Jokic qui sont monstrueux, mais il va falloir trouver aussi un mec capable de pouvoir backuper, puisque DeAndre Jordan, bah, c'est plus possible. Christian Brown, c'est trop lui demander de jouer sur ces postes-là. C'est un joueur vraiment multitâche, mais c'est compliqué parce que forcément, bah, à l'ouest, tu te retrouves avec des mismatchs assez rapides à l'intérieur. Mhm. Donc, aller chercher aussi un peu de taille à moindre coût. Donc non, il y a un été bien galère, entre guillemets, à gérer pour Denver, et on va voir comment ils réussiront à réajuster leur effectif. Non, ouais, carrément. Donc, très intéressant à suivre pour cette équipe de Denver qu'on attendra encore une fois très haut dans les hauteurs de la conférence Ouest pour l'année prochaine. Et on répète encore une fois qu'il y a quand même de vraies belles bases solides pour l'équipe de Mike Malone. On n'a même pas parlé du coach, tu vois, mais voilà. Quand tu as Nikola Jokic, triple MVP, et la seule saison où il n'a pas été MVP, il a été MVP des finales. Bon, tu as quand même de quoi construire, tu as un bel effectif, voilà, donc des belles choses encore en perspective. Mais voilà,
le petit couac, le gros couac même de cette élimination prématurée en play-off. Pour dérouler et pour enchaîner en fait rapidement et pour terminer ce podcast-là, avec toi Tom, on voulait aborder cette difficulté aujourd'hui, preuve en est avec Denver cette année, cette difficulté vraiment persistante depuis plusieurs années à ne pas réussir le back-to-back. Donc là, on oublie Denver, on l'intègre plutôt dans un range, en tout cas dans une organisation NBA plus globale. Hein. Tu t'en parlais tout à l'heure en introduction, le dernier back-to-back, c'est époque Warriors, début Warriors en particulier. Donc, non, pas début Warriors, non, c'était 2018-2000, Ouais. c'était 2017-2018, donc c'était pas début Warriors, autant pour moi. Ils étaient déjà bien là dans la ligue. Mais voilà, la difficulté d'un back-to-back, on voulait l'aborder rapidement ensemble et vous proposer un petit peu cette thématique-là, plus générale. Pourquoi, de ton point de vue, alors on n'aura pas les réponses qui viendront de façon, voilà, on n'est pas des marabouts, on peut pas vous apporter les réponses comme ça, mais nos avis, en tout cas, sur cette difficulté, pourquoi aujourd'hui pourquoi les équipes NBA en global n'arrivent plus à faire ne serait-ce qu'un back-to-back? Alors, comme tu l'as dit, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Moi, l'un des premiers éléments qui me vient en tête, c'est le niveau global de la ligue qui ne fait que progresser, en fait. Quand tu vois des équipes qui, une année passée, peuvent être middle et d'un coup, avec 1 ou 2 ajustements d'effectifs, deviennent contenders, c'est très, très dur, en fait. Et puis, il y a cet aspect qu'on met pas assez en avant, mais 82 matchs de régulière plus des playoffs, c'est long, c'est épuisant physiquement. Tu as des blessures et en fait, obtenir la récompense de champion à la fin d'une saison comme ça, consciemment ou inconsciemment, tu as ce côté, tu te relâches un peu, forcément. Mmh. Tu as le côté, on est champion, on a fait le taf. Donc, tout de suite, entre guillemets, se réajuster et se relancer sur une saison d'après avec des objectifs de titre pour ces équipes-là, parce que là, on cite Denver, mais précédemment, moi, l'exemple le plus concret qui me vient en tête, c'est l'équipe des Bucks, de Giannis. OK. Quand ils sont champions contre Phoenix, tu as un effectif qui est formidable avec Jrue Holiday, avec Middleton. Tu sens que cet effectif, à cette époque-là, était pas trop âgé, il était assez complet, il n'y avait pas eu beaucoup de changements à l'intersaison. Mmh. Mais c'est dur parce que là, tu vois, par exemple, cette année, c'est rigolo, hein, mais tu regardes la conférence Ouest, tu prends en compte le nombre d'équipes championnes en titre ou alors qui ont fait des grosses séries de playoffs sur les années précédentes Ouais. et qui ne sont même pas là. C'est-à-dire que tu as les Lakers qui sont champions il y a quelques années, ça saute au premier tour. Les Warriors qui sont champions il y a quelques années, ça saute au premier. Enfin, c'est même pas qualifiable Non, ça playoff. oui, c'est ça, ouais. Tu as Memphis qui s'est retrouvé avec énormément de blessés, qui n'a même pas été top 10 de la saison régulière. Donc, tu vois, si tu dois te projeter d'une année à l'autre, le niveau global de la ligue fait que pour faire un back-to-back dans cette génération NBA, c'est plus qu'un challenge, c'est limite mission impossible. Et du coup, là où je tombe pas trop sur Jokic, qui pour moi a encore fait une saison formidable et qui a fait des gros playoffs, il faut aussi que ta star se mette en condition, ton franchise player se mette en condition et puisse pousser. Ce qu'a fait Jokic. Là où la réelle faiblesse, entre guillemets, de Denver est à mettre en avant, et c'est aussi la faiblesse des équipes, tu vois, on reprend Golden State qui passe pas loin du tripit, hein, parce que finalement, tu perds contre Toronto avec les blessures de KD et de Klay Thompson l'année où tu perds, mais tu es favori. Si tu n'as pas ces Oui, blessures-là, oui, oui. tu peux te projeter sur un tripit. Mais les ajustements d'effectifs d'une année à l'autre font que c'est très compliqué. Moi, j'ai l'exemple aussi des Lakers dans la bulle quand ils sont champions en titre. Mmh. L'année d'après, tu as Rob Pelinka qui veut ajouter une superstar supplémentaire et qui démantèle son groupe de role-players pour ajouter une superstar. Donc, il y a aussi tu vois, Tim Connelly, très intelligemment, ce genre de mec-là qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est eux qui construisent les équipes et c'est eux qui façonnent potentiellement des équipes de champions et qui peuvent te mener à un back-to-back. Ouais, et qui façonne indirectement les autres équipes de la ligue, tu vois? De par les choix qu'ils vont faire, c'est extrêmement clair ce que tu as dit, j'ai pas nécessairement grand-chose à rajouter. Juste quand même, encore une fois, apporter, un bémol ou apporter, une petite parenthèse.
si on prend, on parlait de l'historique des dernières années. La dernière fois, c'est les Warriors, le back-to-back là. C'est vrai que les années précédentes, les contextes étaient souvent particuliers. 2019, Toronto, tu l'as dit, les Warriors étaient pas loin du sweep it, mais Toronto, c'était un one shot, c'était un projet d'1 an. Bam, Kawhi, tu arrives à Toronto, les Spurs t'envoient là-bas parce que tu pas voulu discuter, parce que tu fait la grande muette, donc on t'envoie dans le Grand Nord, tu vois? Le coup est parfait pour Toronto. Premier titre pour eux dans leur histoire. Je suis pas sûr qu'ils mettront 45 bannières supplémentaires dans la suite de leur histoire, en tout cas dans les années à venir. Mais ils ont réussi le coup, bravo, mais c'était un one-shot, on le savait. Ils ont eu aussi cette petite chance d'avoir un adversaire qui était affaibli. Ok. Après, ça s'est cassé la figure. 2020, les Lakers, mais dans un contexte quand même mondial, même particulier. Covid, bulle d'Orlando. Je ne suis pas en train de dire que c'est un titre à mettre entre parenthèses ou un demi-titre. Chacun se fera son avis là-dessus. Mais contexte quand même tellement atypique qui se répétera, on n'espère pas. Donc, c'est aussi à prendre en considération. L'équipe, et je te rejoins, qui aurait pu être celle qui enchaîne le back-to-back si on prend les 5-6 dernières années, c'est Milwaukee. C'est le titre de 2021. Et donc, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont gagné le titre en 2021, mais ça a bloqué. Les Warriors sont revenus en 2022. Ils sont revenus d'outre-tombe. Hein. Nouveau titre pour eux. La dernière danse. Donc, encore une fois, un contexte particulier, mais c'est vrai que c'est cette équipe de Milwaukee qui était, elle n'était pas dans une saison où tu avais un one-shot d'une superstar qui va dans une équipe et qui va très 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 loin et qui fait une saison all-time. T'es pas dans une saison complètement coupée parce que tu as une crise sanitaire mondiale et tu finis ta saison dans une bulle. Et ils n'ont pas réussi à faire ce back-to-back là pour X, Y raison autour des Bucks. Et là, bon, voilà, tu as cette vraie densité dont tu parles qui montre encore, bah voilà, quand tu regardes les 4 équipes qui restent, j'en parlais, c'était avec Cédric en off peut-être ou pendant le podcast, je ne sais plus, mais sur les 4 équipes qui restent, la dernière équipe champion NBA, c'est Dallas, hein, 2011. C'est 2011. Donc ça va faire 13 piges si c'est Dallas qui est à nouveau champion cette année. Mais sinon, c'est Boston 2008 et c'est tout. Minnesota, leur meilleur perf, c'est finale de conf. C'était en 2004 avec époque Garnett. Et Indiana, bah voilà, Indiana, il n'y a pas non plus. Le palmarès est pas là. Donc, est-ce que ces équipes-là, l'année prochaine, seront encore là ou est-ce qu'en fait, on est amené à avoir en fait une ligue où tous les ans, il y a ce côté un peu lessiveuse et ce côté machine à laver essoreuse et c'est exactement c'est très pertinent pardon ce que tu disais sur le côté marathon saison régulière, ce filtre là des 82 matchs de la saison régulière plus le filtre alors play-in, si vous voulez, plus 7 matchs du premier tour, 7 matchs de demi-finale de conférence, potentiellement 7 matchs, potentiellement 7 matchs de finale de conférence, potentiellement 7 matchs de finale NBA. Si tu arrives à passer le cap, une première année, je pense que tu es content. Y arriver une deuxième année, je te dis pas que ça va être que plus jamais une équipe ne fera de back-to-back, mais en tout cas, si le niveau de la ligue continue à être aussi dense et il n'y a pas de raison que ça régresse, c'est pas demain la veille qu'on trouvera une équipe en back-to-back. Ah non, c'est évident, c'est évident. Et puis, il y a un aspect dont on n'a pas trop parlé, mais c'est. Et là, on le voit encore une fois dans ces playoffs et on les a vus dans les années précédentes. C'est ce côté alignement des planètes. Ouais, Donc, quelle équipe tu vas affronter? c'est ça. Comment tes joueurs vont répondre physiquement? Tu vois, cette année, l'année dernière, tu avais un Jamal Murray qui était à 100%. Cette année, il est un petit peu blessé. L'année où Milwaukee est champion, l'année d'après, si je dis pas de bêtises, Giannis se blesse. Giannis se blesse au premier tour contre Voilà. Miami. Giannis se blesse. L'année encore d'après, si je dis pas de bêtises, quand les Warriors sont champions, Steph se blesse. Enfin, il y a aussi ce côté alignement des planètes de comment ton effectif répond physiquement après avoir pris une bague. Ce côté Ouais. un petit peu, bah forcément, comme on l'a dit, hein, tu viens de finir un marathon
Donc inconsciemment, tu as ce côté un petit peu relâchement, il faut que ton corps récupère. Donc comment tu gères ton début de saison pour que tes joueurs soient à 100% physiquement? Et en même temps, tu peux pas trop gérer. Tu peux pas trop gérer quand tu vois le niveau global de la ligue à l'ouest. Mais là, à l'ouest, c'est n'importe quoi. Enfin, là, moi, pareil, ça me vient en tête. Imagine l'année prochaine, Denver ne peut pas compter sur Murray à 100% physiquement sur le début de saison. Donc, tu as Jokic qui va être monstrueux encore, ok. Mais tu vas avoir le retour de Memphis. Tu as le développement qui ne va pas s'arrêter là, d'OKC. Tu vas avoir potentiellement le retour de grosses équipes comme, on ne sait pas, Phoenix qui va peut-être trouver des ajustements, Dallas qui va continuer, le développement de Houston. Donc en fait, c'est tellement le Far West que si tu n'es pas tout de suite ou si tu ne prends pas vite les choses en main pour ta saison régulière, bah tu dégringoles, tu te retrouves à jouer des play-in, donc des matchs supplémentaires, des matchs à enjeu direct. Et non, il faut vraiment, comme on le voit, un alignement des planètes pour aller au bout de ces playoffs. Ouais. Là où pour moi, Minnesota, pour le moment, m'impressionne parce que tu sweeps Phoenix où il n'y a pas de blessure, tu te défais de Denver, même si tu as un Jamal Murray un peu diminué, tu vas gagner un Game 7 à l'extérieur en ayant été mené de 20 points. Donc là, pour le coup, il n'y a pas trop d'excuses. Mais par exemple, tu t'orientes un peu plus sur la conférence Est, chapeau Indiana, mais tu as l'alignement des planètes parce que tu bats une équipe de Milwaukee sans Giannis, tu te défais d'une équipe de New York lessivée avec beaucoup de blessures. C'est ça aussi les playoffs, c'est arriver au bon moment, en bonne forme, avec un tirage au sort plutôt aussi favorable. Oui, bien sûr. Tu vois, avoir tes joueurs à 100%. Donc quand tu alignes tous ces éléments-là, c'est très très dur de faire un back-to-back. C'est ça, d'arriver à aligner 2 années de suite les planètes. On n'est pas des compliqué. spécialistes d'astronomie, mais ça ne doit pas être évident tous les jours. Hein. Donc, preuve en est. Et juste, j'ai dit une bêtise, Milwaukee, là, la blessure d'Antetokounmpo contre Miami, c'était en 2023 qui s'est blessé. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé. Autant pour moi. Donc voilà. Il y a certainement d'autres raisons qui expliquent les difficultés d'un back-to-back pour la NBA en général. Si vous en avez, si vous voulez les évoquer, n'hésitez pas en commentaire sur les réseaux, sur le Discord communautaire, on peut en discuter. Vous avez certainement votre avis sur la question, mais voilà, c'était l'occasion dans ce podcast-là, vu qu'on a décidé de faire focus sur cette équipe de Denver, de pouvoir discuter un petit peu autour de cette complexité du back-to-back dans la NBA qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'on a été assez complet en tout cas. Tom, pour cette thématique. Tout à fait, on a bien balayé les infos et puis on le verra, hein, le futur champion en titre, s'il faut refaire un podcast dessus et remettre en avant la difficulté du back-to-back pour l'année prochaine, vous pouvez compter sur nous. C'est ça, donc évidemment. Donc voilà, ce sera une nouvelle équipe cette année encore qui sera championne NBA. Et voilà, c'est du 109 qui revient en permanence. Et voilà, on râlait à l'époque où les Warriors gagnaient tout. Et aujourd'hui, on entend aussi râler quand chaque année, c'est une équipe différente. De toute façon, l'humain n'est jamais satisfait. Donc ça, c'est un fait, de toute façon, qui dépasse le cadre du sport et de la NBA. Tom, merci d'avoir été là pour ce podcast de fin de semaine, en tout cas. Ouais, écoute, merci à toi, Chris. C'était un thème vraiment intéressant à décortiquer. Et puis, toujours un plaisir de pouvoir échanger NBA avec toi. Ouais, plaisir partagé. Donc, on espère que vous avez passé un bon moment. Ne vous inquiétez pas, Axel, Yannick, ils sont toujours dans les parages. Indisponibilité là, donc dans cette fin de semaine. Donc, on a pris le parti de les remplacer, mais vous les retrouverez très rapidement. Donc, les prochains rendez-vous. Début de semaine prochaine, le podcast N1 NBA. Je serai à nouveau là, désolé pour vous, en compagnie de Cédric pour parler NBA. Mercredi, le podcast WNBA avec toi, Tom. Donc n'hésitez pas à aller retrouver les anciens épisodes. Il y a déjà 3 épisodes de WNBA qui sont dispo sur les plateformes de podcast, plus les articles, plus le 4e épisode donc, qui sortira mercredi de la semaine prochaine. Donc 3 rendez-vous podcast NBA et WNBA chaque semaine sur les antennes de The Free Agent. Donc on vous gâte quand même plutôt pas mal pour cette période de fin d'année NBA et début de saison WNBA. Sur ce, on vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, surtout profitez-en et on vous dit à très bientôt sur les antennes de The Free Agent. Bye bye.